des Memphis Grizzlies. Les Grizzlies sont donc avec leur super bilan de 31 victoires pour 15 défaites, deuxième de la conférence Ouest, à un match et demi des Denver Nuggets. C'est quand même un trio, un quatuor même de cette conférence Ouest totalement insolite, puisque Denver, Memphis, Sacramento et New Orleans sont les 4 meilleures équipes de cette conférence Ouest pour l'instant. Personne n'aurait pu prédire ces 4-là, ou alors il fallait vraiment avoir l'almanach des sports, sinon je comprends plus rien. Mais parlons donc des Memphis Grizzlies, qui après leur année dernière fantastique et ces playoffs pour l'apprentissage continuent de nous impressionner. Il y a beaucoup de bonnes choses à dire autour, bien sûr, de Ja Morant, mais pas que. C'est vraiment une équipe, un collectif, j'ai envie de te dire, Erwan. C'est une équipe, c'est un collectif, tu as raison, on va y revenir, mais c'est surtout une équipe qui est bien construite. Donc c'est pour ça que chaque année, on se dit, tiens, je les vois un peu plus loin, tiens, je les vois un peu plus loin. Et alors oui, pour moi, ils ont tout. Ils ont une superstar, déjà, qui est Ja Morant. C'est bien pour commencer. Ouais, ils ont un deuxième larron qui est. Desmond Bane. Bon, j'allais sur Jaren Jackson Jr. quand même, qui pour moi est vraiment la deuxième arme. Et t'as Desmond Bane qui est le troisième. Donc ils ont ce trio-là, qui est parfaitement revenu d'ailleurs. Desmond Bane, après un énorme début de saison, il avait raté 1 mois et demi. Entre novembre et décembre, il est plutôt bien revenu. Dans les stats, en tout cas, Desmond Bane est largement au-dessus. Hein. Ouais. Je vous donnerai les stats après. Pour moi, défensivement de ça et tout, il y a quand même que l'apport de Jaren Jackson Jr. est incroyable. Et puis ils ont des soutiens incroyables. Tous les postes sont doublés avec des doublures au standing. C'est parfaitement coaché. C'est une équipe qui défend. Vraiment, c'est une équipe qui défend. Ils ont des chaînes gardes. On pense à Dillon Brooks. Qui est quand même un top défenseur, qui adore relever les challenges chaque fois des meilleurs joueurs en face sur les postes 1, 2, 3. C'est une équipe qui met dedans, c'est une équipe qui peut mettre la balle intérieure, c'est une équipe qui est très agressive, qui court à l'image de Ja Morant, qui est dans une agressivité. Si tu t'oublies sur le repli, tu charges. Il y a des inventions de joueurs, il y a des inventions de joueurs avec notre ami espagnol. Allez, vas-y. Je me souviens plus. Comment il s'appelle? C'est un super jeu qu'on devrait faire pour la mémoire. Hein. Bravo, Aldama. Aldama. Donc lui, il fait du bien aussi sur ce poste, sur cette rotation, encore une fois. Mais pour moi, c'est une équipe qui ne sera pas championne cette année. Mais je sais que cette équipe-là, avec ce groupe-là, aura une chance un jour de titre. Aura une chance d'aller en finale NBA et de jouer le titre. Ok, alors quelques stats pour vous. Sachez que l'équipe a pas changé entre l'année dernière et cette année. C'est très étonnant en tout cas dans les stats. Je vous donne les stats au rating. L'année dernière, pour faire la différence, donc 56 victoires et 26 défaites, donc incroyable, fantastique bilan. Ils étaient à 114,6 au rating offensif. Cette année, ils sont à 114,9. Bon, c'est clairement pareil. Défensivement, l'année dernière, c'était à 109. Cette année, ils sont à 109,5. C'est clairement pareil. Et au pace, ils étaient à 100 l'année dernière et 101,7. Tu disais que c'était une équipe qui courait beaucoup. C'est la 3e au pace cette année. Et de toute façon, quand tu regardes un match des Grizzlies, tu vois que c'est une équipe qui court. Tu paries que c'était une bonne défense. Eh ben, les stats te donnent raison, Erwan. C'est la meilleure défense au rating de toute la NBA. Donc voilà à quoi ressemble une équipe qui commence à arriver à maturité. On se souvient des play-in d'il y a 2 ans. L'année dernière, 2e de la conférence Ouest et cet apprentissage en play-off. C'est important de tamponner positivement une bonne saison. Ils avaient perdu en demi-finale de conf après avoir perdu il y a 2 ans au premier tour. Donc tu passes un tour. Voilà. La suite, c'est quoi? C'est d'aller être premier de la conférence Ouest quand tu as été 2e, et c'est de se positionner comme une équipe qui peut aller en finale de conf. Et quand tu es en finale de conf, tout est possible. Après, on sait que c'est pas linéaire. Non, c'est clair. Mais pour l'instant, ils le sont linéaires. Oui, d'accord, mais la progression, ça fait penser un peu à Denver, les Nuggets, quand ils ont... Tu vois, c'est jouer les playoffs, se qualifier en playoffs, faire un premier tour, faire un deuxième tour. Et quand tu arrives en demi-finale de conf, effectivement, après être en finale de conf, et on l'a vu avec Milwaukee, on l'a vu avec plein d'équipes comme ça qui, avant d'arriver au titre, qui ont eu pas mal de désillusions. Oui, bien sûr. Donc, on peut penser à Philadelphie qui n'arrive pas à passer le cut, bien sûr. Exactement. Donc, après, il y a des équipes qui vont très vite. Atlanta est allé très vite sur une finale de conf et depuis, ils rament terriblement. Grave. Donc voilà, c'est pas eux, pour le coup, ils sont linéaires. Ça va être très intéressant de les découvrir en playoff. J'ai l'impression qu'ils sont habités par quelque chose. Il y a ça me fait penser un petit peu aux Warriors, même si les Warriors étaient beaucoup plus clean dans le comportement. Eux, ils ont décidé d'être provocateurs, bad boys, et pourquoi pas. Et je crois que j'ai l'impression qu'ils s'éclatent là-dedans, mais j'ai l'impression qu'il y a une cohésion. Tout le monde est là l'un pour l'autre. Il y a une cohésion d'équipe qui dépasse le cadre du sport pour moi. Et je retrouve un peu les Warriors. Alors, je te dis pas dans le comportement, mais en tout cas dans le projet. Tout le monde, chaque mec qui rentre a ce rôle-là autour des stars. Il y a une hiérarchie bien établie. Il y a un coach qui paye pas de mine, qui arrive, qui met des choses en place. Parce que certes, Ja Morant fait des choses incroyables et décante des choses
fantastique, mais c'est une équipe qui est capable de se passer la balle, d'avoir des systèmes. C'est une équipe qui joue bien au basket. Et l'année dernière, on se souvient que quand Ja Morant n'était pas là, il continuait à gagner. Ça, c'est quand même la preuve que le coach en place fait de bonnes choses et qu'au global, l'équipe parle le même langage et arrive à actionner des victoires. Et cette saison, là encore, cette impression. C'est-à-dire que quand il n'est pas là ou quand il y a des absents, ils ont eu des absents, l'équipe continue à enchaîner. Bon, là, leur mois de janvier, il est tellement fantastique. Là, en 2023, ils sont tellement forts. Je vous mets quand même cette question parce que c'est celle qu'on va se poser dans quelques instants. C'est est-ce que les Grizzlies sont un candidat au titre crédible? Alors, j'ai mis candidat crédible à la finale NBA. Je ne me suis pas enflammé. Allez. En tout cas, est-ce qu'ils vont sortir de l'Ouest? Sachant qu'on sait qu'il y a énormément de candidats. Au plus la saison régulière passe, au plus les semaines s'enchaînent, au plus j'ai cette théorie de me dire que cette année à l'Ouest, il y aura une équipe qui va sortir qu'on n'aura jamais vue en finale. Alors, tu penses à qui? Je pense à Denver et je pense fort à Memphis aussi. Ça pourrait marcher pour les Clippers. Ça pourrait marcher pour les Clippers, qui sont en train de se remettre en place, bien sûr. Qui m'ont fait une très forte impression hier à Dallas par la victoire et par la manière, notamment avec des choix défensifs très intéressants. Mais voilà, tu as raison, tu rajoutes les Clippers, tu fais bien de le dire. Je vois cette année à l'Ouest sortir une équipe qu'on n'a jamais vue en finale. Alors, les Clippers, c'est un peu différent parce que j'en faisais mes favoris au complet. Ils ont eu du retard à l'image, on en a déjà parlé. Mais je rajoute à ça Denver et Memphis. Même si moi, j'avais mis Memphis premier de la conférence Ouest en début de saison, je ne les mettais pas jusqu'en finale. Et au plus ça va, je me dis qu'il y aura cette année, les portes vont être grandes ouvertes pour une surprise, entre guillemets, et ça pourrait être clairement Memphis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils se positionnent en tant que tel. Moi, je vous avoue, j'ai encore du mal dans mon cerveau à les faire passer dans cette catégorie-là. Pour un truc simple, c'est que ils n'ont pas d'ailier superstar et les années qui avancent me prouvent à chaque fois qu'il faut des ailiers superstars. Donc, bien sûr, vous allez me dire Steph Curry, vous avez raison, mais dans des équipes exceptionnelles, et Steph Curry est unique au monde. Je ne sais pas si Ja Morant a les épaules pour faire ce que fait Steph Curry dans les plus grands moments. On verra. Pour l'instant, il n'a aucune limite, mais on verra. Alors, Steph Curry, oui, mais il gagne avec Klay Thompson, qui est un deuxième arrière. Il gagne avec Kevin Durant, hein. Oui, mais avant ça, ils avaient gagné. Oui, d'accord. Avec Harrison Barnes, qui n'était pas un ailier superstar. Il y avait André Iguodala, et il y avait Strength in Number. Donc voilà ce qu'il leur a fallu pour gagner sans un ailier superstar. Donc moi, c'est ma vraie crainte. On peut parler de Jaren Jackson Jr., on peut parler de Dillon Brooks, on peut parler de Desmond Bale. Moi, j'ai l'impression que les équipes qui vont au bout ont quand même dans leur rang des arrières ailiers superstars. Voilà, aussi simple que ça. Et l'autre question que je vais me poser avant de prendre le premier auditeur, c'est aussi la question de l'expérience. C'est un groupe qui reste assez jeune. Finalement, dans leur équipe, les seuls qui ont vraiment de l'expérience, tac, je clique. Bon, il y a bien sûr Steven Adams, mais Steven Adams, par exemple, il a que 29 ans. On a l'impression qu'il en a 35. C'est le plus vieux. Dillon Brooks, il en a 27. Tyus Jones, dont on va parler après, en a 26. Brandon Clark en a 26. Conchar en a 26. Voilà, après, tous les autres, ils ont moins de 25. Donc pour moi, ça, c'est une vraie limite à l'idée d'être en finale NBA. Mais c'est pour ça que cette année, ça sera certainement peut-être court. Après, dans tout ce que, défensivement, offensivement, dans l'intensité, dans le rebond, moi, j'ai encore en tête comment les finales entre les Warriors et les Celtics basculent, c'est quand les Warriors reprennent la lutte au rebond. Les avions de chasse qu'ils ont là, les Steven Adams, les Clark, les mêmes Tillman qui jouent peu, mais ils ont des gaillards à l'intérieur qui prennent beaucoup de rebonds. Pour moi, tu as raison, c'est le seul, pour l'instant, petit... C'est pas un petit, pour moi, c'est un vrai bémol. C'est un vrai bémol, c'est l'inexpérience, mais ça, on peut pas le reprocher. Non, bien sûr. On peut pas le reprocher parce que c'est un fait et on va pas les faire mûrir là, plus que ça sur les 3 prochains mois. Mais je trouve qu'ils cochent beaucoup de cases. Après, c'est des branleurs. Ils aiment bien fanfaronner, ils aiment bien danser. Et ça, pareil, quand tu veux aller gagner un titre, à un moment donné, faut un peu épurer ça. Mais moi, je reste persuadé que pour cette année, ça va peut-être leur coûter cher, mais qu'ils vont épurer tout ça. Ouais. Et que ça. Moi, je te dis, d'ici 2-3 ans, ils auront une chance pour jouer le titre. Avant de prendre un auditeur pour parler de tout ça, c'est passionnant, il y a plein de choses à dire, on n'a pas fini. Je prends quelques commentaires, comme toujours. Alors, tac, des commentaires intéressants. Je ne suis pas sûr qu'ils ne soient capables d'être champions de conférence, voire plus, ils ont tout. Ah bah alors là, Capitaine Panda, lui, il est plutôt chaud. Il leur faut aussi un coach tactique pour affronter le Game 6-7 des playoffs face à Spo, Kerr, Nurse, etc. Leur coach ne fait pas le poids. C'est Grayou qui dit ça. C'est sévère. Hein. C'est sévère, mais c'est intéressant en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui reviennent sur cette série potentielle entre les Nuggets et les Grizzlies. Alors, je vais vous mettre un nouveau sondage, sachant que vous dites à 73% que oui, c'est un candidat crédible à la finale NBA. Je vous mets ça, parce que c'est intéressant. Qui sort d'une série, à l'heure actuelle, entre les Nuggets et les trucs. Tu gardes ça, on en parle de 5 minutes, et après, j'accueille notre auditeur. Qui sort de cette série ? Pour interrogation. Pas cadeau, hein.
Ouais, c'est ça qu'on aime, Nuggets. Voilà, vous répondez. Et pendant ce temps-là, on accueille Mehdi qui va venir nous parler des Memphis Grizzlies. Est-ce que tu m'entends, Mehdi? Salut Mehdi, tu m'entends? Ouais, je t'entends nickel. Ah, Salut. super. Salut Mehdi. Salut Mehdi, tu vas bien? Ouais, super à vous. Ouais, impeccable, impeccable. Bon, t'as dû entendre tout ce qu'on a dit là sur les Grizzlies. Toi, comment tu les trouves? Comment tu les juges? Et est-ce que tu imagines est-ce que pour toi, ils sont un candidat crédible à la finale NBA? Moi, c'est une équipe qui me fait kiffer honnêtement. Ça fait 2 ans que le projet d'aller loin, il est vraiment entre guillemets crédible côté Memphis. Je trouve que c'est une équipe qui est assez rafraîchissante. C'est une équipe de petits cons qui ont les dents longues, mais on va pas se mentir, on aime ça aussi dans la NBA. Alors certes, ils ont rien gagné, ils ont encore rien prouvé, etc. Mais pour moi, ils sont dans la bonne direction. Je pense que, comme l'a dit Erwan tout à l'heure, c'est trop tôt cette année pour aller chercher le titre. Par contre, une finale de conférence, ouais, je les imagine très bien la faire aujourd'hui. Franchement, quand on regarde le top 4 de l'Ouest, franchement, sur une série, je pense que je les mets favoris face à tout le monde, dont les Nuggets, qui je trouve ont une défense qui va leur coûter trop cher en playoff. Voilà. Intéressant d'ailleurs sur la défense, il y a un super commentaire là que je vais vous lire. C'est Ragnar des Sixers. Les Grizzlies sont bien plus crédibles que les Nuggets en tant que favoris à l'Ouest. Une équipe dans le top 10, top 13 des pires défenses de la NBA comme Denver qui gagne un titre, ça n'a quasiment jamais existé. Ça c'est vrai. Sur les 3 ans où les Suns de Nash étaient premiers, soit deuxième bilan de la ligue, pas une seule fois en playoff, on a eu l'impression qu'ils pouvaient gagner. Pourquoi? Parce qu'en playoff, les défenses se resserrent et les attaques galèrent un peu plus. Si t'as pas une défense solide, tu ne peux pas gagner. Moi, c'est ce qui me fait pencher en faveur des Grizzlies pour répondre à ce sondage-là. C'est que, bon, tu as évidemment Jokic, mais je pense qu'un Jamal Murray en bugne-à-bugne avec Ja Morant, il va énormément souffrir. T'as vu ce qu'il a dit, Jamal Murray, là, aujourd'hui? Il a dit je pense que j'ai un meilleur niveau, que je suis un meilleur joueur que beaucoup de All-Stars appelés ces dernières années. Oui, bon, il adore parler, lui. Il a besoin de se rassurer. Et c'est pas sur le lancement. Et puis, moi, défensivement, on sait que des finales de conférence, quand c'est serré, c'est souvent sur des matchs de muerte, de dureté. Et à ce jeu-là, du côté athlétique, et à ce jeu-là, même si Aaron Gordon est un élément fantastique côté Nuggets, Michael Porter Jr., je le trouve très tendre. Cite-moi un joueur tendre côté Grizzly. Ouais, c'est clair. Il y en a pas un qui me saute aux yeux. Côté Nuggets, je t'en sors au moins 2 ou 3. Ouais, ça se tient. Après, on peut dire que le talent est de l'autre côté Nuggets. Ah bah si, moi je pense que pas. Moi je prends. Ah oui. Jokic est une. Non, mais admettons que Jokic et Ja Morant soient du même niveau. Non, je n'ai pas dit ça non plus. Non, mais admettons. Tu vois, c'est les premiers. Okay. Oh, les autres, c'est Jaren Jackson Jr. Qui, je n'enlève aucune qualité, qui peut être défenseur de l'année, il y a pas de souci. Mais les Dylan Brooks, Desmond Bale, moi qui me surprend encore une fois, mais vraiment, je n'imaginais pas que ce mec-là devienne aussi fort. C'était un All-Star en puissance, donc c'est quand même fou. J'ai envie de te dire quand même que côté Nuggets, t'as plus de talent. Jamal Murray, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, d'après moi, c'est plus de talent. Voilà. Okay, après, il faut aller plus loin sur le banc. Le banc, Bon Island, qui est pas mal. Il y a plus de talent. Après, il y a une meilleure cohésion d'équipe, il y a une meilleure défense. Moi, je pense que l'aspect athlétique et l'aspect défensif me fait pencher côté Grizzlies. Voilà, après, c'est 2 équipes que j'aime beaucoup et dont j'adore la construction. Je suis assez d'accord avec toi, Erwan, sur le côté. Ces 2 équipes qui sont construites différemment. Vraiment, Denver, c'est une équipe de talentueux. Memphis, c'est plus une équipe, hormis Ja, qui a un énorme talentueux. Il y a du talent à Memphis aussi, mais c'est pas du tout le même mindset. C'est des mecs qui sont durs au mal. Pour moi, ils sont à pas grand-chose de pouvoir aller en finale NBA pour moi dès cette saison. Hein. Vraiment, là, ça parle au niveau trade, ça parle, je sais pas si vous avez vu, de potentiellement OJ Anunoby si Toronto fait tout péter. Je pense que ce serait un énorme ajout sur les ailes. Pour Denver, pour n'importe qui. Oui, mais là, ce serait pour Memphis. Il y a des rumeurs où ils sont intéressés par. Tu me parles Jalen Brooks et tout là. Tu me parles d'Eli Superstar. C'est pas un Eli Superstar, mais par contre, c'est un ailier qui peut matcher beaucoup de superstars. Ah bah clairement. Ouais, non, mais ça, je suis d'accord. Et donc, pour moi, cette saison, en vrai, ils peuvent aller loin. Hein. Après, on verra les équipes. Il y a eu des retards à l'allumage, Golden State, etc. Mais le problème de Memphis, pour moi, cette saison, c'est que là, ils sont en train de se mettre une grosse target dans le dos et qu'ils vont être attendus. Ça, c'est bien que t'en parles. Erwan, je veux que tu m'en parles toi aussi. Ils sont en train de se faire détester par tout le monde. En gros, c'est simple. Nous, on adore voir jouer Memphis depuis le renouveau de Ja Morant. Franchement, le mec est tellement exceptionnel. Et puis, ce qu'ils ont réussi en très peu de temps à mettre en place, on trouve ça fantastique. Maintenant, ils ont le profil de l'équipe que tout le monde déteste. Un peu comme les Suns. Tous les gens en NBA nous disaient, les Suns, on les aime pas. Ils font pas kiffer, ils parlent trop, etc. Les autres, ils se dirigent dans la même direction. Hein.
Moi, je pense qu'effectivement, ils sont en train de se faire détester, mais je crois qu'ils sont en train de se créer une identité autour de ça. Évidemment, moi, quand je les vois jouer, quand je vois les déclats, quand je vois les embrouilles, ils sont de toutes les embrouilles avec chaque équipe. Il y a notamment une vraie rivalité qui est en train de naissante, qui est en train d'arriver avec les Lakers, comme ils ont mal parlé à LeBron pendant le match et tout. LeBron, les Lakers qui font 7e avec le play-in et Memphis 2e, premier tour des playoffs, ce serait exceptionnel. Exceptionnel. Moi, ça me fait forcément penser, à un moment donné, quand on respecte pas les stars, on veut éclater la hiérarchie établie, on n'est pas là en train d'être des fans dans cette NBA un petit peu polissée, forcément, ça me fait penser aux Bad Boys. Les Bad Boys se sont nourris de ça, ils se sont construits autour de ça une identité. J'ai envie de croire, avec les comparaisons, la limite qu'on peut avoir sur ces comparaisons-là, j'ai envie de croire qu'ils se retrouvent là-dedans et que ça leur donne une forme de force et qu'ils se retrouvent entre eux là-dedans. Des fois, tu sais, t'as des équipes, selon les caractères des mecs, j'ai l'impression qu'eux sont un peu comme ça, qu'ils se retrouvent dans le nous contre le reste du monde. Tu peux te retrouver comme ça, des fois, et ça te donne un supplément d'âme. Maintenant, messieurs, vous êtes encore assez jeunes, point Renanfo. Point Renanfo parce que le retour de bâton est parfois terrible et que si tu te fais sortir et que des fois tu as un contre-coup, il faut être capable de rebondir. Si tu te vois trop beau, trop haut, eh ben des fois tu tombes de trop haut et tu n'arrives pas à rebondir. Je ne sais pas si tu arrives à me suivre là-dessus. Ouais, je comprends, mais après, tu vois, dans cette idée-là de Bad Boy, il y a aussi des déclarations qu'on va citer de Dillon Brooks, par exemple, par rapport aux arbitres. Il a dit, ils s'en prennent à moi tous les soirs, je ne peux pas jouer mon jeu, ils ne me laissent pas jouer assez physique. Chaque soir, ils essaient de me mettre en difficulté avec les fautes, je n'aime pas ça, j'espère que ça va changer. Ils sont même en train de se monter un peu le ciboulot sur les arbitres. Donc ça, c'est quand même un drôle de signal. Après, vrai, pas vrai, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est le constat qu'on fait. Que Ja Morant monte au créneau, qui danse, qui soit ça. C'est Ja Morant, c'est le go-to guy. Maintenant, Dillon Brooks, qui me fait penser un peu à John Starks, mais moins inspiré en attaque, parce que c'est un énorme bourrin en attaque. Dillon Brooks, il fait des trucs, des fois, je me demande ce qui lui passe par la tête. C'est un défenseur de très haut niveau. Mais c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, clairement. Il a des sorties. J'ai peur que on sait que la NBA est une ligue de stars et que certains ont droit à des choses que d'autres ont moins le droit. Que d'autres ont carrément pas le droit. Et lui, je pense qu'il veut se mettre à la table. Je sais qu'il adore Ja Morant, ça va certainement qui lui doit beaucoup. Mais qu'à un moment donné, tu n'es pas Ja Morant, tu n'es pas une superstar de la ligue. Tu es un joueur. T'es un bon joueur. T'es un bon joueur qui est dans un rôle fantastique. Et j'adore comme il relève les challenges chaque soir sur les défenseurs, sur les meilleurs attaquants en face. Premier meneur, deuxième arrière ailier. Vraiment, j'aime, moi, ces mecs de sacrifice. Maintenant, tonton, justement, par ce rôle-là, fais-toi peut-être un peu plus oublier. Bruce Bowen disait pas un mot, il mettait du bois tout le temps. Et les arbitres lui donnaient un peu un crédit. En plus, il était aux Spurs. Si tu commences avec le jeu que tu as, si tu commences à te mettre les arbitres à dos, ce qu'ils vont faire, c'est qu'au bout de 3 minutes, ils vont faire deux fautes, va t'asseoir. Soit ne te prends pas pour ce que tu n'es pas, continue à faire ce que tu fais parce que tu fais énormément de bien à ton équipe, mais piano. Tu en dis quoi, toi, Mehdi, de tout ça? Je suis assez d'accord. Moi, c'est justement ce qui m'inquiète avec ces grilles, c'est tu vois, quand on voit les déclarations de Ja Morant qui dit cette année notre concurrence c'est l'Est parce que l'Ouest on s'en occupe. C'est too much, parce que pour le moment jusqu'à preuve du contraire ils n'ont jamais été loin en playoff. Donc c'est un peu trop tôt. S'ils avaient fait une finale de conf l'an dernier, on dit ok leur ambition maintenant c'est le titre. Ils font des grandes déclats etc. Après c'est une équipe qui gagne jusqu'à preuve du contraire en saison régulière certes, mais ils ouvrent et ils sont pas 6e de la conf quoi. Donc moi, j'y crois, cette équipe, pas pour cette année, mais je pense que ça va dans la bonne direction. Je leur donne 2-3 ans pour être en finale NBA. Il y a Pseudomia qui nous donne un super commentaire. Vous me dites ce que vous en pensez, les gars. Faut pas confondre l'immaturité et l'identité. Ils ont juste une sortie en premier tour pour se permettre de parler. Klay Thompson et les Warriors ont pris plaisir à leur rouler dessus à Noël parce qu'ils sont dans une désillusion totale. Face à Boston ou à Milwaukee, ça se mange le gravier H24. Ouais, mais c'est intéressant ce qu'ils disent, mais il y a un mélange de tout pour moi. Il y a un mélange de création d'identité claire, qui est la leur. Ils veulent jouer dur, ils se transcendent dans ce côté on est mal aimé, mais très bien. Dans le sport, ça peut marcher comme ça. Il y a une forme d'immaturité. Les sorties de Dillon Brooks, même quand Ja Morant dit on se soucie pas de l'Ouest, on se soucie que de l'Est parce qu'on va rouler sur l'Ouest. Tonton, calma quoi. Calma, voilà, tu vois. Mais moi, quand c'est une superstar qui le dit, j'arrive un peu plus à le comprendre et à en sourire que quand c'est d'autres. Je pense qu'ils devraient, et Mehdi le dit très bien, ils gagnent des matchs, ils ont des super résultats.
Voilà, qu'on ne devienne pas à parler de vous que pour des trucs d'à côté et qu'on reste essentiellement sur le basket, c'est toujours bon signe. Quand on parle d'une équipe pour d'autres choses plus que pour l'extra sportif que pour le sportif, c'est pas bon signe. Je voulais qu'on parle. Et puis tu vois, c'est. Oui, vas-y. J'ai ces équipes-là un petit peu jeunes où le projet est encore naissant, qui ont de grandes ambitions. C'est toujours un avantage pour ces équipes d'arriver un petit peu masquées en play-off. Et je trouve qu'ils s'enlèvent un peu cet avantage-là où tout le monde va vouloir les dégommer, quoi. Ça se tient. Non, mais clairement, t'as raison. Imagine, tu vois, tu disais 1-8 ou 2-7 et ils prennent les Clippers. Ils prennent les Lakers qui sortent et les Lakers les sortent au complet. Ouais, frère. Sachant que, là, admettons, toujours au complet, mais bon, pour les Lakers, franchement, là, tu me donnes une série Lakers-Grizzlies au complet. Je suis pas sûr qu'on soit tous à dire les Grizzlies largement. Hein. Ah non. Ah, mais de toute façon, moi, les Lakers au complet, c'est con, là, en playoff, là. Quand c'est plus la saison régulière que tu réduis avec des objectifs de 4 victoires et tout. Oula, quand je vois Tonton, là, quand il s'est énervé, là, LeBron, là, qu'il aura dunké dessus et tout, je suis c'est clair. Mais après, cette équipe, elle a elle a beaucoup d'atouts. Cette équipe, elle a énormément d'atouts, quoi. Elle a deux grands défenseurs avec Steven Adams et Jaren Jackson Jr. à l'intérieur. Et on sait que c'est important quand le jeu va se ralentir. T'as un phénomène qui est Ja Morant, t'as un mec qui met des tirs de l'au-delà, t'as des soldats pour aller défendre. Ils ont tout en magasin. J'ai une question pour vous, les gars. Ouais, vas-y. Est-ce que pour vous, Desmond Bane ou Jaren Jackson Jr., c'est assez en lieutenant pour pouvoir prétendre à une bague? C'est une super question. C'est assez quoi? C'est assez bon pour chercher une bague. C'est une super question. Très, très dur à l'heure actuelle de le répondre. Pour moi, Jaren Jackson Jr., j'ai besoin de voir encore en playoff dans des grands matchs est-ce que c'est un numéro 2, un numéro 3? En playoff, on sait que c'est important. Et Desmond Bane, c'est un peu la même chose. Je pense pas que ça sera un numéro 2. Parce qu'il est quand même assez unidimensionnel dans ce qu'il fait. Mais par contre, s'il garde cette régularité-là... Desmond Bane, en tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, en fait, leur plafond, il me paraît pas assez haut pour être vraiment une deuxième option. Après, moi, je disais ça pour Chris Middleton, et qui avait déjà fait, au moment où je disais ça, il avait déjà fait mieux. Donc, plusieurs fois All-Star, ils avaient gagné, ils avaient fait passer des tours, ils avaient gagné l'Est plusieurs fois, etc. Desmond Bane, en fait, on peut pas connaître son plafond, pourtant, il nous étonne d'année en année. C'est que sa 3e année de NBA est déjà à 21 points par match, c'est fou. Et Jaren Jackson Jr., je le vois quand même être vraiment déjà exceptionnel en défense. Mais pour être une deuxième ou troisième option, il faut être fiable en attaque. Pour l'instant, je trouve pas que ce soit un joueur fiable. Et c'est déjà sa 5e année de NBA, Jackson Jr. Ça va vite, hein. C'est ouf. Après, il est arrivé très très jeune, hein. On se rappelle, il a que 23 ans, bien sûr, et on condamne jamais personne. Mais j'ai pas encore vu dans leur jeu être capable d'être, soit les stars, Desmond Bane, soit un poste 4-5 qui t'amène un titre. Et dans l'histoire, il y en a eu beaucoup, hein, des mecs comme ça. Donc voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'y croire en Jaren Jackson Jr. parce que je trouve que c'est un défenseur d'élite et que offensivement il a ce qu'il faut en magasin. Maintenant, il arrive pas à sortir son matos tous les soirs. Ouais. Mais il est équipestre pour. Non, ouais, ça se tient. Tu dis quoi, toi, Mehdi? Est-ce que tu les projettes en tant que tels? Bah, pas les deux. Étonnamment, pas Desmond Bane, mais Jaren Jackson Jr. En vrai, j'ai tendance à me dire que en attaque, il a encore une marge de progression assez énorme sur notamment la régularité et le fait de pouvoir taffer en attaque à chaque match. Il fait pas encore. Il y a des éclats, il y a des flashs à des moments où tu dis en fait non, ce mec il peut mettre 25 points par match, c'est possible. Aujourd'hui, il y est pas. Donc défensivement, il est solide, mais ouais, je pense que la progression, elle doit venir. Enfin, j'imagine plus en lieutenant de Ja Morant lui que Desmond Bane, où j'imagine en très bonne troisième option, très fiable, où t'es vraiment content de l'avoir. Ça se tient. Tu sais que Desmond Bane, je regardais ses stats pour préparer l'émission. Gros, il est dans des adresses. En termes d'adresse, il est exceptionnel. Je vous donne ses stats et sa progression, mais franchement, c'est. Moi, il me bluffe, et puis son jeu, il est en train de progresser. Il fait des trucs de superstar, des step back fous, des trucs. Il a un des bras les plus fiables de toute la NBA. C'est aussi simple que ça. Un des plus gonflés aussi. Avant sa blessure, je crois qu'il tourne à 25 points. Ouais, il est à 25 points avant sa blessure. Ouais. Là, c'est un peu redescendu. Mais je donne juste les pourcentages à 3 points. 43 quand il est rookie. L'année dernière, 43-6, et il était à 45 pendant longtemps. Et 42 cette année. Mais gros, ça, c'est des trucs de Steph Curry, ça. Tu vois, c'est Steph, c'est Clay, c'est de ce niveau-là. Hein. Sachant qu'il tente sa chance 7 fois par match à 3 points. Franchement, il est fantastique, Desmond Bane. Il a tout pour être un défenseur aussi de très haut niveau. Il me bluffe totalement, en tout cas. On verra comment ça continuera autour de Ja Morant. Mais bon, franchement, on peut rien lui reprocher. Je voulais absolument qu'on parle d'un mec et avoir ton avis, Mehdi, sur le backup meneur qui a choisi de prolonger du côté des Grizzlies. Hein. Et qui est un poste
très important et dont on ne se rend pas assez compte. Quand Steph Curry et les Warriors gagnent, le meneur backup à chaque fois, c'est des meneurs sérieux. Livingstone, Barbosa. Voilà, en tout cas sur les premiers titres, c'est Jordan Poole. C'est Jordan Poole. Voilà. Donc du talent. C'est Tyus Jones, hein, bien sûr. Qu'on imagine pourquoi pas partir du côté des Knicks. L'été dernier, il a préféré re-signer pour 29 millions, donc 14,5 la saison jusqu'en 2024. Dis-moi un peu ce que tu penses de Tyus Jones, Mehdi. Je pense que pour cette équipe-là, c'est le meneur adéquat. C'est un mec qui est capable de mettre des pions. En sortie de banc, je crois qu'il a quasiment 11 points, quelque chose comme ça. Il a 17,5. Ouais, voilà. Donc c'est pas le pétard ambulant façon Jordan Clarkson ou quoi qui peut te mettre 30 points en sortie de banc. Par contre, il stabilise quelque chose quand il est sur le terrain. L'équipe continue à être cohérente en attaque, continue à jouer, à faire circuler le ballon. C'est un bon passeur. Moi, je trouve que c'est en backup de Ja, qui va prendre beaucoup de minutes, notamment en playoff. C'est toujours bien d'avoir un mec comme ça qui sait structurer une équipe, quoi. Il joue, oui, bien sûr, il peut jouer à côté de lui. Moi, ce dont je suis sûr, c'est que, je me pose la question maintenant qu'il y a Russell Westbrook qui est hors norme pour un poste de backup meneur, si on peut l'appeler comme ça. Si je devais choisir qu'un seul backup meneur, je prendrais Tyus Jones. Il t'amène une stabilité, t'as raison de le dire, stabilité, adresse, leadership, défense. Clutch, défense. Je sais plus contre qui c'était, si c'était contre les Lakers, contre les Suns hier. Je crois que c'est contre les Lakers. C'est contre les Lakers. Il est fantastique et il remet Ja Morant qui fait n'importe quoi sur la fin du match. Mais Tyus Jones dans le contrôle du tempo et dans les gros tirs, il a été extraordinaire. C'est exactement ça dont tu as besoin de ton backup meneur et il devrait peut-être jouer plus avec les deux sur les fins de match parce que il y a aucune raison qu'il soit pas complémentaire. C'est un vrai meneur. Je trouve qu'il embrasse son rôle. C'est un vrai meneur académique. Qui a un QI basket très très élevé, qui n'est pas un athlète incroyable, qui a plutôt une vitesse très correcte, mais qui sait tout faire. Il est adroit, il sait où mettre la balle. Et ça fait 1 an et demi qu'on dit que les Grizzlies sans Ja Morant continuent à gagner des matchs. Mon con, la faute à qui? La faute aussi à cet homme-là. Pour moi, j'en rêvais cet été aux Knicks. Alors évidemment, ici on préférait mettre un pactole sur un joueur plus fort individuellement et sur ce poste-là, donc qui est Jalen Brunson. Mais moi, j'aurais rêvé de voir Tyus Jones arriver aux Knicks et que derrière, ils mettent l'oseille sur un autre poste. Bref, c'est notre histoire. Mais moi, je te rejoins complètement. C'est tout ce qu'on aime dans ce basket moderne. On est très souvent sur des qualités athlétiques, sur aller vite vers l'avant, sur mettre des points. Lui, en fait, il nous régale par tout ce qu'on aime dans le basket, du contrôle, de la maîtrise, de l'académie. Ouais, vraiment de mettre les mecs en place, l'annonce des systèmes. Et puis, tu dis, il met des pantons, il met des tirs importants. Dans les fins de match, il s'échappe pas. Et alors, oui, il pourrait peut-être le mettre un peu plus en fin de match. Le problème, c'est que tu peux pas faire Bane. C'est compliqué de faire Bane, Ja Morant et Tyus Jones. Bane, Ja Morant. Et Tyus Jones pour finir les matchs, ça fait pourquoi pas. Ça fait un peu. Les Lakers, ils ont joué avec 4 arrières parfois. Les Lakers sont 12e. Oui, mais ça peut marcher dans le basket actuel. Mec, tu joues avec des postes 5 qui font 2m03. Super petit commentaire là. Je sais pas si vous avez vu cette stat passée. C'est Tixier Flo. Il nous dit Tyus Jones est le leader sur le ratio assist-turnover. Et ça, on sait que ça compte énormément depuis 4 ans. Cette année, il était juste derrière Trey Jones, son frère, bien sûr. Cette stat est fantastique, qui est dans le même moule. Hein. Il est un peu plus petit, mais il est clairement dans le même moule. C'est incroyable. Tyus Jones, c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu passer ça. Il a 4-5 passes par match, mais il perd jamais la balle. Il perd jamais la balle, le mec. Quand t'as un backup meneur comme ça, c'est quand même la Rolls. Ah oui, vraiment, ça va monter dans le but, je vous amène. Hein. Absolument. Bon, en tout cas, pour la petite série, là, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le redis, vous disiez dans le chat que les Nuggets passeraient dans une éventuelle série face aux Grizzlies. 59% en fonction des Nuggets, et moi, je suis d'accord avec ça. Okay. En tout cas, aujourd'hui, je voterai Nuggets. Intéressant. Toi, tu dis quoi, toi? Les Grizzlies? Moi, je disais les Grizzlies, ouais. Ok, et toi, Mehdi? Pareil, Grizzlies. Ok, les Grizzlies. Bon, de toute façon, c'est kiff-kiff. Merci, Mehdi, de nous avoir appelé. C'était très instructif de t'avoir. N'hésite surtout pas à rappeler prochainement. Avec plaisir, bonne soirée les gars. Merci Mehdi, salut. Merci Mehdi. Salut. Est-ce que tu voulais rajouter un dernier truc, peut-être sur ces Grizzlies-là Non, mais... Alors, la dernière question que je voulais te poser, c'est combien d'équipes tu voyais au-dessus, là, à l'heure actuelle, toujours, hein, là maintenant, sur une side playoff, qui bat les Grizzlies? Vas-y, j'aime bien faire ça parce que comme ça, on s'en souvient pour les playoffs. Mais là, le problème, c'est que tout le monde peut battre tout le monde dans cette conférence. Ah oui, mais bon. Sur une série, dis-moi ce que tu en penses. Mais frère, ça veut rien dire de ta question. Pourquoi? Mais parce qu'aujourd'hui. Ne réponds pas à cette question, je vais y répondre. Vous y répondez. Gros, les Warriors, ils sont 10e. Si demain ils sont complets une série, je sais pas si je mets. Moi, je dis que cette année, il y a une opportunité. Il y a une vraie opportunité pour qu'il y ait une surprise à l'Ouest. Ah, mais c'est d'accord, mais je te pose la question, combien d'équipes tu vois plus fortes sur une série? Donc moi, les Warriors, je les vois plus forts, les Clippers, je les vois plus forts. Et je vois les Nuggets plus forts, voilà.
Tu vois, c'est dans ce sens-là. Les Pelicans, je pense que les Grizzlies les tapent. Les Kings, qui sont très hauts en ce moment, je pense qu'ils les tapent. Okay. Je vois au moins 3 équipes au-dessus des Grizzlies. Parce que l'expérience, parce que la connaissance du chemin, parce que Houston ne les tape pas. Je me mouille, Houston ne les tape pas. A priori, ils ne devraient pas les retrouver en playoff. Les Houston Rockets, ou alors ils font une sacrée fin de saison. Ils finissent en 30-0. Ils ne devraient pas rencontrer grand monde d'ailleurs en playoff Houston. Ouais, eux, de toute façon, ils attendent la loterie. Nos amis là, des vieux mecs des Rockets. Bien sûr, l'équipe de Tom Sierravino, on ne l'oubliera jamais. Voilà pour les Grizzlies. C'était très intéressant d'en parler avec vous. Une équipe qui carbure depuis plusieurs années et autour d'une superstar qui régale, c'est Ja Morant, bien sûr. Voilà. On passe à un autre sujet. On va revenir sur notre semaine folle du NBA Paris Game.